tu m'offres une transition toute faite, puisque tu commences à préconiser quelques directions, quelques pistes d'action. Et je pense que c'est un aspect que pas mal d'auditeurs aujourd'hui doivent attendre avec impatience. Comment gérer le risque face à tous ces éléments qui peuvent parfois donner le vertige sur cette facilité d'adaptation et cette persistance de Brettanomyces dans l'échec? Alors, comme tu l'as dit tout au début de ce webinaire, Brettanomyces, c'est pas nouveau. On connaît une trentaine d'années, 1904 pour sa découverte et une trentaine d'années de recul d'études. Euh, Elle est là, elle est présente, elle s'adapte. Donc, pour moi, l'objectif n'est pas de lutter contre. Alors, si on peut trouver des moyens, bien entendu, ce sont des pistes de recherche qu'il ne faut pas négliger et on en a conscience. Mais je pense qu'au départ, il faut éviter la prolifération et être attentif à ce qui peut se passer. Donc, principalement, surveiller les fermentations languissantes, puisqu'on sait qu'un Brettanomyces peut profiter de ces moments pour s'installer, surtout si elle n'est pas en concurrence avec d'autres micro-organismes. Donc, attention aussi aux sucres résiduels. Et puis plus tard, au cours des processus de vinification, des températures élevées, puisque Brettanomyces est une levure qui va se développer autour de 25-28 degrés avec facilité. Également, ce qui est connu, et on a des préconisations qui sont déjà faites avec des préconisations de co-inoculation, c'est limiter les temps entre la FA et la FML, car Brettanomyces trouve sa place entre ces deux fermentations, même si le milieu n'est plus très optimum pour Brettanomyces, vous avez vu qu'elle était capable de se développer. Et puis, quelque chose de primordial, c'est le suivi microbiologique aux étapes clés. Donc, si on voit des fermentations languissantes, en fin de fermentation malolactique, avant l'élevage, ou entre les deux, entre ces deux étapes, au cours de l'élevage également, pour éviter justement, puisqu'on a vu qu'on pouvait retrouver Brettanomyces sur des fûts, qu'on n'ait pas une nouvelle contamination, et également avant la mise. Alors pour être, je dirais, le plus réactif possible, ces suivis microbiologiques, je pense que la cytométrie FLU offre un maximum d'avantages pour être réactif, puisqu'on peut avoir des résultats en 18 heures, c'est-à-dire que ça permet aux vinificateurs de pouvoir réagir avec des seuils de détection qui sont quand même assez faibles, puisqu'on est à 10,2, voire parfois en deçà. Alors, chose à préciser, mais qu'il faudra peut-être affiner, les différentes études qui ont fait la relation entre population et production de 4-éthylphénol plus particulièrement montrent qu'il faut atteindre une certaine population, autour de 10,5, 10,6 UFC par ml, pour détecter la production de 4-éthyl. Alors, deux choses. Soit il faut avoir cette population pour produire ce 4-éthyl, soit il faut atteindre cette population pour qu'il y ait assez d'éthylphénol pour qu'il soit détecté. Donc là, il y a deux choses. En tout cas, cette information n'est pas négligeable dans le sens où ça permet, si on fait une détection et qu'on n'est pas sur ces concentrations de population, de pouvoir agir rapidement. D'autres techniques sont à prendre en compte, comme la clarification, le soutirage, le collage, qui vont permettre de réduire les populations. Ici, une étude qui a été réalisée au laboratoire qui montre que Brettanomyces peut se développer dans un vin rouge qui a subi une autolyse de 20 jours, avec ou sans lique. Alors, vous voyez que déjà, après l'autolyse, même s'il y a un peu de relargage de nutriments, Brettanomyces arrive à croître avec un niveau de population extrêmement important, et avec lui, elle fournit en plus une matrice et une alimentation importante. Donc, ces différentes techniques peuvent arriver à limiter ces populations. On a parlé tout à l'heure du SO2, donc il est évident que si on veut protéger et éviter une prolifération, eh bien, il va falloir adapter une bonne dose de SO2 actif pour protéger son vin. Donc, dans le modèle de Schlur, moi, je vous avais présenté que 2 paramètres, mais beaucoup de paramètres ont été étudiés. Le modèle préconise, par exemple, pour un vin à 12,5 degrés d'éthanol à pH 7, d'ajouter 30 mg de SO2 libre pour protéger 7 jours, pour éviter une potentielle croissance, et pour être plus tranquille, d'être à 50 mg litre pour 30 jours, pour pouvoir être couvert.
Cependant, il faut vraiment penser à réajuster régulièrement ce niveau de SO2 pour avoir un niveau de SO2 actif qui est toujours protecteur et pour éviter que les cellules n'entrent en état VNC. Certes, pendant l'état VNC, il n'y a pas de production de catrétylphénol, mais on entre en état VNC. Quand les conditions sont à nouveau bonnes, eh bien, on pourra avoir une multiplication des cellules. Donc, il faut éviter tout ça. Donc, bien entendu, vous avez des outils simples qui vous permettent de faire le bon choix en fonction des caractéristiques de votre matrice et d'avoir la bonne dose de SO2 actif pour protéger ça. Si on a une étape de contamination, si on est dans le cadre où on a une contamination, pour pouvoir corriger et intervenir, il faut aussi prendre en compte le niveau de population. En effet, ici, dans le cadre de la thèse de Cédric Longin, on a mis en évidence qu'en fonction du niveau de population, eh bien, la dose de SO2 à appliquer n'est pas la même. Ici, pour cette souche qui est présente, vous voyez qu'il y a un niveau de population de départ de 10 puissance 4, et ici, c'est un niveau de départ de 10 puissance 5, en population initiale. Pour la population initiale la plus faible, quelle que soit la dose de SO2 actif, eh bien, toutes ces doses sont efficaces, et ce, jusqu'à 50 jours. En revanche, pour une population supérieure à 10 puissance 5, toutes les doses sont au départ efficaces, mais ensuite, on a ces états VNC qui vont venir se mettre en place et donc une possibilité de contamination. Donc, en cas de contamination, il faut connaître le niveau de population. Également, pour rappeler que les souches ne sont pas n'ont pas toutes le même comportement face au SO2. Vous avez des souches sensibles, tolérantes, résistantes. Et là encore, connaître le type de souche va permettre également de choisir la meilleure solution de correction. Alors, vous pouvez peut-être connaître le type RET, qui est un outil qui permet d'avoir une information sur la sensibilité de la ou des souches présentes dans la matrice et de pouvoir agir. Seul inconvénient potentiel, c'est qu'il faut un milieu de culture et il faut une étape de culture, ce qui fait qu'on n'a pas forcément un temps court pour réagir. Mais en tout cas, en fonction de ce résultat, eh bien, on choisira soit le sulfitage si on est sur une souche sensible, soit une autre pratique si on est plutôt sur des souches résistantes. Et enfin, comme vous l'avez vu, l'important, c'est également de pouvoir avoir une hygiène du matériel vinaire. Alors, je dirais que ce n'est pas forcément que les chais sont mal nettoyés, mais c'est qu'il y a des endroits, des recoins qui sont difficiles d'accès. Et comme Brettanomyces peut se mettre en forme VNC, en biofilm ou produire des chlamydospores, eh bien, on a tout intérêt à essayer d'éradiquer ce type d'état ou de mode de vie. Donc, bien choisir son couple de détergentants, voire même sa température. Donc là, il y a des études qui sont en cours à l'heure actuelle pour essayer de trouver les meilleurs agents de nettoyage et les meilleurs battants. Et puis, Pascal Foucault avait proposé aussi, surtout dans le cadre des biofilms, d'avoir une action physique avec ce racleur en silicone qui permet le nettoyage des canalisations.